propose que l'on accueille les premiers finalistes pour le prix Grande Entreprise, de grandes entreprises qui se réinventent pour mener un projet à impact positif. Alors je vous rappelle la règle, les porteurs de projet auront 5 minutes pour pitcher leur projet, puis après quelques minutes pour répondre aux questions du jury. Je leur demande vraiment de respecter ce timing de 5 minutes de pitch, essayez de ne pas le dépasser. On va d'abord parler de publicité responsable avec Sanofi CHC. Merci d'accueillir Anna Keshkemadze et Dorothée Gauthier. Je te le passerai. Bonsoir, donc merci de nous accueillir ce soir. Donc, comme annoncé, on va vous parler de la publicité en ligne responsable et la vision qu'on a chez Sanofi. Donc, je suis avec Anna qui travaille dans les équipes globales et moi je travaille à la filiale France. Voilà, donc pour commencer, pourquoi est-ce qu'on... Non, je suis dans le mauvais sens, pardon, je suis désolée. Et voilà, on est dans le bon sens. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet? C'est des discussions qu'on a souvent au sein des équipes. C'est comment on peut être plus responsable au quotidien. Et intuitivement, on disait, nous, on fait du digital, c'est virtuel, on ne pollue pas trop, on est moins concerné. Mais on s'est quand même renseigné, on a voulu creuser et on a appris, on a découvert que 4% des émissions globales de CO2 venaient d'Internet et surtout, plus précisément, ce qui nous concernait, la publicité en ligne. Aujourd'hui, chez nous, c'est à peu près 50% de nos investissements. Mais malheureusement, c'est 80% des émissions de CO2 qui sont liées à la publicité. Et pour vous donner, je trouve que c'est important d'avoir des comparaisons et des ordres de grandeur. 1,5 million d'impressions, c'est à peine 1/10 d'une campagne de publicité. Une campagne, on est facilement à 15 millions, voire plus, selon les marques pour lesquelles on communique. Donc, c'est quand même plusieurs allers-retours Londres-New York et plusieurs tonnes de CO2. Donc, partant de ce constat, on s'est dit comment on peut agir pour faire mieux, parce que c'est comme ça qu'on travaille, c'est comment est-ce qu'on peut mieux faire. Et je vais laisser Anna prendre la parole pour vous expliquer un petit peu le projet qu'on a mené. Merci Dorothée. La stratégie durabilité de Sanofi se repose sur 2 piliers. C'est contribuer à une société en bonne santé, évidemment, et deuxième, contribuer à une planète plus saine. Donc, on a développé 5 pistes de réflexion sur lesquelles notre stratégie de médias responsables se pose. Et je pense, j'aimerais vous expliquer pourquoi on pense que c'est innovant, parce que de base, dans la stratégie durabilité de l'entreprise, les équipes médias en sortent exclues parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas supply chain, et dans le non-financial reporting, en réalité, les entreprises, elles ne sont pas obligées de rapporter sur leurs émissions carbone de campagne média. Mais j'espère que Dorothée, avec les chiffres, vous avez convaincu qu'en fait, les chiffres sont énormes, et si on veut vraiment décarboniser et atteindre les objectifs de réduction carbone global, il faut accélérer sur ce sujet également. Je n'ai pas de temps pour courir de tous les piliers. Je voudrais juste mentionner concernant la aide fatigue. Donc, en tant que consommateur, je suis sûre que vous étiez déjà dans la situation que vous avez vu une pub millions de fois, encore et encore, et en plus, vous ne pouvez pas la skipper. Bon, j'espère que ce n'était pas une pub de Sanofi. Et en fait, il y a une notion de l'efficacité des campagnes médias. Donc, une surexposition, ça joue sur les performances de la campagne et également, ça provoque la frustration de l'utilisateur. Donc, c'est gagnant-gagnant. Si on réduit la aide fatigue, donc on améliore les performances de nos campagnes et également, c'est mieux pour la planète. On a mené les tests dans plusieurs pays. En fait, la France, c'était un des pays qui démarrait les pilotes. Et après les résultats qui étaient très performants, on a scalé dans 2 continents, en Europe et en Asie. La bonne nouvelle, qu'on peut réduire notre empreinte carbone et garder les bonnes performances de campagne média, parce que c'est important quand même pour un annonceur, soyons transparents sur ce sujet. Et on aimerait également partager quelques pistes de réduction qu'on a pu implémenter. Donc la première, c'est
d'optimiser la chaîne de valeur programmatique. En fait, l'intensité carbone d'un éditeur, ça va dépendre de la quantité de technologie qu'il utilise et également du nombre intermédiaire. Le plus il y a intermédiaire sur la chaîne de valeur, le plus carbone sera produit. Deuxième piste, le plus un message créatif court, le mieux c'est. Et en fait, réduire et la durée et le poids de messages créatifs, ça aide à optimiser entre 10 ou 15% des émissions carbone. Et troisième piste, optimisation, en fait, on s'est rendu compte que les inventaires qualitatifs, ils ont un gros plus vert par rapport à d'autres sites. Pourquoi ? En fait, c'est logique parce qu'un complément de l'espace publicitaire, tout ça, ça consomme énergie, ça fait des appels de serveurs. Donc, le moins il y a les emplacements de publicitaires, mieux c'est également pour consommateurs, mais également pour la planète. Et les pires sont les sites made for advertising. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Made for advertising, ce sont les pharma contenus qui sont là uniquement pour générer le revenu de la publicité. Ils sont encombrés de la pub et ils n'apportent aucune valeur ni aux annonceurs ni aux consommateurs. Et on a eu une étude que ce site-là, il génère 26% de carbone de plus par rapport à un éditeur standard. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je vais aller rapidement. Nous, on avait, au niveau de la France, on avait une étude d'attention avec de l'eye tracking et on s'est rendu compte qu'en effet, les sites made for advertising avaient en plus une très mauvaise attention, donc c'était vraiment du gaspillage publicitaire. Voilà, on va passer, je vous coupe, hein, je suis désolée, mais le temps, je suis la gardienne du temps, je n'ai pas le bon rôle, mais on va passer aux questions du jury s'il y a une ou deux questions. J'ai une petite question. Comment vous faites pour trouver les placements qualitatifs? Ce que vous appeliez dans vos slides des placements qualitatifs. Donc, on a commencé par exclure les made for advertising websites. Et au début, quand on a découvert ce sujet, en fait, il n'y avait pas de mesures sur le marché qui pourraient nous aider facilement. Donc, notre partenaire de Brain City classique, Integral Ad Science, à l'époque, il n'y avait pas et on a vraiment poussé pour qu'il le développe parce que ce site, il utilise l'arbitrage, donc ils ont très peu l'audience organique et ils font les clickbait pour générer les impressions, pour qu'il y ait plus d'audience qui vient sur le site et l'achète très pas cher et ils revendent un article comme nous avec leur marge. Donc maintenant, il y a des outils qui nous permettent de détecter ces sites, mais ce qu'on a fait comme une approche pour fixer cette erreur, on a passé de la liste exclusion sur la liste d'inclusion, donc tous les sites de qualité qu'on connaît sur le marché, parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que programmatique, elle est vendue comme le long tail, mais toute l'audience, elle est sur top 50, top 100 sites sur le marché. On n'a pas forcément besoin d'aller au plus loin sur les publicités qui sont vraiment encombrants par la pub. Est-ce que vous avez mesuré du coup l'impact sur les ventes et l'impact sur effectivement le CO2 émis au final? Enfin, c'est peut-être encore un peu tôt. Alors, je peux parler que pour la France, je ne suis pas au courant des détails des autres pays, c'est Anna, mais sur la France, déjà on a mesuré la première étape, c'était vraiment de mesurer l'impact carbone, c'était l'objectif de cette campagne. Comme je disais, on avait en parallèle une campagne d'attention, donc qui nous permet de mesurer l'attention en eye tracking. Et derrière, nous, on a des études qu'on appelle soit de brand lift survey, soit de sales uplift, et on se rend compte qu'on a un meilleur ROI parce qu'on a des media mix modeling qui arrivent une année plus tard. On a un meilleur ROI quand on a une meilleure attention. Ce qui est assez, enfin c'est pas très surprenant, c'est que si les gens ne voient pas notre publicité et qu'il n'y a pas d'attention, on n'a pas de ROI. Donc finalement, ça se rejoint. Pour nous, la performance et la responsabilité sociale du média se rejoignent parce qu'on a besoin de ne pas gaspiller en fait. C'est-à-dire que chaque publicité doit être utile et voilà. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plutôt un impact positif sur les ventes. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cette présentation.
On va changer d'univers à présent. On va parler, vous allez voir notamment de caoutchouc fabriqué à partir de canne à sucre. C'est avec le projet Valeo. Je laisse la parole à Godefroy Capoen et Marlène Caria-Siqued. Alors, bonsoir à tous. Première question. Est-ce que vous savez que 18% des émissions de CO2 sont liées au transport public ? Eh bien, c'est ce chiffre-là, cette raison-là, qui fait que chez Valeo, nous avons décidé de nous engager fermement pour la décarbonation de l'activité automobile. Et ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça fait maintenant plus de 13 ans que la réduction des émissions de CO2 est au cœur de notre stratégie. Nous avons d'ailleurs pris l'engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Et comme 2050 c'est un peu loin, eh bien nous avons décidé de faire la moitié du chemin d'ici 2030, quasiment, en ayant réduit de 45% les émissions sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et nous sommes plutôt sur la bonne voie. C'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui reconnus comme numéro 1 dans notre industrie sur les critères RSE. Alors, pour rendre tout cela concret, tangible, nous avons créé une vraie innovation sur le marché de la rechange automobile qui vous permet d'équiper les véhicules roulants. Alors, cette innovation, elle touche une famille de produits qui est vraiment au cœur de notre business, puisque c'est la deuxième en termes de chiffre d'affaires. Et c'est également un produit très impactant. Je ne sais pas où est Karen, mais vous disiez tout à l'heure, c'est important d'emmener toute la filière avec soi. C'est le cas, puisqu'en fait, ça touche tant les distributeurs de pièces automobiles que les garagistes ou les automobilistes. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Valeo Canopy. Donc Valeo Canopy, c'est le premier balai d'essuie-glace conçu pour être plus respectueux de l'environnement. Alors vous pouvez vous dire, un balai d'essuie-glace, ça reste un balai d'essuie-glace. Eh bien non, pas tout à fait. À travers le marquage Canopy, vous avez de quoi faire la différence. Et ce n'est pas une petite différence. 61% de réduction de CO2 par rapport à un essuie-glace fabriqué en Asie, ce qui est majoritairement le cas, et dans un packaging plastique. Et parce que chez Valeo, on est attaché aux faits, on a fait vérifier ce résultat par le Bureau Veritas. Et tous ces résultats et cette méthodologie a été rendue accessible sur le site valeocanopy.com. Alors pour arriver à cette première mondiale, d'abord au niveau de la lame, nous avons remplacé tout le caoutchouc à base de pétrole par des composants naturels. Alors quand on parle de composants naturels, c'est-à-dire soit renouvelables, recyclés ou naturels. La canne à sucre, les huiles végétales ou le noir de carbone qui provient de pneus recyclés. Donc, résultat, le caoutchouc Canopy est composé à 80% de matériaux renouvelables plus durables. Nous avons aussi utilisé dans une proportion beaucoup plus élevée des matériaux recyclés, jusqu'à 15% pour la partie métallique et 50% pour le end-clip, pour les clips d'extrémité. À la différence des autres produits aussi, on a travaillé aussi pour ne mettre qu'un seul adaptateur prémonté pour éviter de jeter les adaptateurs, puisque généralement ils sont jetés au premier usage, et aussi pour avoir une meilleure installation plus facile pour les utilisateurs. Et enfin, nos ingénieurs ont conçu un emballage complètement recyclable, 100% en carton, sans aucun plastique, avec 90% de fibres de bois recyclées et imprimé avec de l'encre à base d'eau. Et pour servir le marché européen, nous avons déployé aussi des efforts pour avoir un sourcing européen, excepté pour le caoutchouc, puisque naturellement, il ne vient pas d'Europe. Enfin, avec Canopy, nous produisons en France. Nous produisons en France, à Issoire plus précisément. C'est au cœur du parc naturel des volcans d'Auvergne. Et cela nous permet donc de soutenir le tissu industriel français. Et cette usine, elle est remarquable parce que c'est une usine à faible émission de carbone, alimentée par une énergie française propre et certifiée ISO 50001 pour sa gestion énergétique remarquable. Concrètement, pour vous donner un exemple, ça veut dire que sur les lignes d'extrusion de caoutchouc de Canopy, eh bien, nous avons remplacé les équipements au gaz par des alternatives électriques.
Voilà, donc en résumé, Valeo Canopy incarne vraiment une transformation radicale du produit, du packaging et du cycle de production. Et nous sommes convaincus de l'intérêt du marché, tant pour les flottes qui veulent réduire leur empreinte carbone, mais aussi pour les utilisateurs, les automobilistes, puisque 50% des automobilistes en France, des conducteurs de véhicules hybrides, sont prêts à acheter donc un balai Canopy. Et ce pourcentage monte à plus de 55% pour les 18-25 ans. Depuis son lancement donc, en septembre, nous avons déjà plus de 50 clients qui ont référencé ce produit dans différents canaux de distribution, des plateformes e-commerce, des centres automobiles et des distributeurs traditionnels de pièces détachées. Alors on est ravis de ce premier accueil prometteur, mais on reste aussi relativement lucide et humble. Ceci, c'est le début de notre démarche qui s'appelle I Care for the Planet, en bon français, je prends soin de ma planète, et qui vise donc à réduire l'impact environnemental de notre activité. Donc en synthèse, ce que je voulais vous dire sur Valeo Canopy, c'est que c'est un peu comme la légende amérindienne du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que alors qu'un immense incendie menace la forêt, tous les animaux s'enfuient, sauf un seul, le colibri. Et qu'est-ce qu'il fait, le colibri? Il prend une goutte d'eau dans son bec, il s'approche du feu et il la jette sur les flammes. Alors les autres animaux, un peu surpris, voire un peu moqueurs, lui disent « Mais à quoi ça sert ce que tu fais? Ça sert à rien. » Et le colibri répond « Je fais ma part. » Eh bien, chez nous, chez Valeo, avec Valeo Canopy, en quelque sorte, nous faisons notre part. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, j'avais deux questions. Le premier, en termes de prix, ça coûte plus cher ou moins cher qu'un essuie-glace standard? Alors, et ma deuxième question tout de suite. Allez, la deuxième. Dans votre réduction de 61% des émissions de CO2, c'est quoi la part liée à la technologie du balai d'essuie-glace et la part liée au transport? Parce que vous avez comparé par rapport à un essuie-glace fait en Asie. Je prends la première? OK. Quelqu'un d'entre vous disait tout à l'heure, il est important que cette transition environnementale écologique soit accessible. Et c'est le cas. C'est-à-dire que pour un, comme on dit dans le jargon, un set de balais, c'est-à-dire un jeu de 2 essuie-glaces, il y a effectivement un petit surplus de coût, mais qui est entre 5 à 7 euros, donc qui reste très accessible. Voilà. Sur le deuxième point. Alors, effectivement, on a fait donc, les life cycle analysis pour comparer exactement l'empreinte carbone et comparer, puisque c'était un différentiel qui a été vérifié donc, par le bureau Veritas. Et c'est un peu contre-intuitif, puisqu'effectivement, le transport est une part importante dans le CO2, mais on a découvert que ce n'était pas tant que ça le transport qui était un facteur important, mais beaucoup plus l'endroit où il était produit, puisque ce qu'on a constaté, c'est qu'en fonction de la nature de l'énergie, si l'énergie était carbonée, et notamment certains pays avec plus de 70 ou 80% d'énergie à base de charbon, je dirais c'était beaucoup plus important finalement la manière de produire. Et en France, on a de la chance puisque l'énergie est relativement bien décarbonée, notamment avec l'énergie nucléaire. Voilà. Donc finalement, le transport qui est souvent fait par bateau compte peu, entre guillemets. C'est la composition et puis le lieu de production. Exactement. Voilà. Moi, j'avais une question. En fait, je me demandais aussi pour le prix, mais du coup, est-ce qu'en termes de coût, vous faites une baisse significative sur votre marge? Parce que j'imagine que ça coûte quand même plus cher. Et deuxième question, je ne m'y connais pas trop en équipement automobile, mais est-ce que les matériaux que vous utilisez pour les essuie-glaces peuvent être utilisés pour d'autres pièces automobiles? Tu prends la première, je prends la deuxième. Pour le coup, évidemment, tout ce qui est décarboné coûte plus cher. Il y a un coût qui est quand même significativement plus important. Et notamment, ce qui est surtout le souci, c'est la disponibilité. Donc, un des soucis que l'on a, c'est d'arriver à sourcer suffisamment de produits naturels. Alors, on a trouvé, et c'était un peu l'esprit de la carte, des sourcings européens pour répondre justement à nos besoins. Mais on a plus eu des problématiques de quantité que de coût. Même si c'est un facteur aussi pour nous. Ouais, il y a un vrai enjeu de sécurisation des approvisionnements, que ce soit l'énergie renouvelable ou les matériaux. Et votre deuxième question, est-ce que ce type de caoutchouc ou de matériaux peut être utilisé? Oui. Alors il se trouve que tous les deux, on a passé un certain nombre d'années chez Michelin, donc on pourrait vous parler du pneu
en rond, en large et en travers. Mais c'est typiquement le genre d'approche que Michelin peut avoir. Alors eux, pour l'instant, ils n'ont pas encore commercialisé un produit avec cette quantité-là de matériaux durables. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci. Troisième finaliste de cette catégorie à présent. Vous allez voir, on va partir maintenant à la rencontre des chauves-souris, des sauterelles pour le projet Veolia Léco. Je vous propose d'accueillir Marie Morel et Alain Guillaume. Bonjour à tous, donc moi je suis Alain. Et du coup, Marie, enchantée, bonjour. On va vous parler de chauves-souris, mais pas que. On sait tous que l'activité humaine, et quand on dit l'activité humaine, c'est surtout d'ailleurs l'activité des habitants des pays développés, a un impact significatif sur le réchauffement climatique, mais c'est également vrai sur la biodiversité. Et donc, on a des chiffres qui font un peu froid dans le dos. Voilà, une espèce qui disparaît toutes les 20 minutes. Alors, il y en a beaucoup, vous me direz, donc, mais quand même, toutes les 20 minutes, il y a une espèce en moins. C'est assez vertigineux. Et c'est 69% de la population qui est en déclin depuis les années 70. Donc, c'est assez glaçant. Alors, vous me direz comment on sait tout ça. On fait des inventaires. On fait des inventaires écologiques. Donc, on a des écologues qui vont se déplacer et qui vont donc passer du temps sur place. C'est long, parce qu'il faut que les espèces apparaissent. Il faut qu'on les dénombre, il faut qu'on les caractérise, il y a des doutes. Je ne sais pas si vous savez faire la différence entre une pipistrelle commune et une barbastelle d'Europe. Moi, je ne sais pas, par exemple. Je ne suis pas écologue. Voilà, donc c'est bien ces inventaires, c'est très quali, mais c'est aussi très fragmenté, c'est-à-dire qu'on a finalement beaucoup de difficultés à avoir une mesure dans le temps et dans l'espace qui nous permettent de nous rendre compte d'un déclin d'une population à un endroit local, à un endroit donné. Et donc nous, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire chez Birds. Alors Birds, on est spécialiste de l'IoT environnemental, donc on travaille beaucoup sur des solutions de remontée de capteurs, un certain nombre de mesures qui nous permettent d'améliorer des process, des opérations. Donc on fait ça bien et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme capteur, comme remontée d'informations qui permettent de suivre en continu des indicateurs de biodiversité. Donc on s'est rapproché de gens qui connaissent la biodiversité avec le Muséum national d'histoire naturelle qui nous suit depuis 2015 et qui fait référence en matière de biodiversité en France et dans le monde. Et avec eux, on a travaillé sur une solution qui nous permet de faire un certain nombre de choses. Et donc vous allez voir grâce à Marie qu'on sait écouter les fonds marins, mais on sait aussi écouter un certain nombre d'autres espèces. Merci. Et donc effectivement, c'est la combinaison de l'expertise du muséum en termes de bioacoustique et de notre expertise sur l'IoT qui nous a permis de construire l'offre Léco que je vais vous présenter. Donc l'objectif, c'est de faire un état des lieux de la biodiversité, d'améliorer les connaissances et surtout après de se servir de ces données pour mettre en place des plans d'action et les suivre dans le temps au travers d'indicateurs que je vais vous présenter. Donc actuellement, rapidement, on inventorie une centaine d'espèces, parmi des chauves-souris, des sauterelles, des mammifères, quelques espèces d'oiseaux et autres espèces. Alors, ça consiste en quoi l'offre Léco? On a des capteurs, donc c'est des versions fixes ou mobiles. On va avoir des micros qui sont alimentés, je vais vous le présenter juste après. On a une partie de l'intelligence dans le capteur, on va enregistrer les sons autour du capteur et ensuite on va les traiter pour les mettre à disposition des utilisateurs, des clients, sous forme d'inventaire, d'indicateurs que je vais aussi vous présenter. Et on a un accompagnement via nos écologues pour mettre en place des plans d'action et réduire les impacts sur la biodiversité dans le temps. Donc le capteur fixe, il est présenté ici, c'est à peu près, donc ça pèse 12 kg, ça fait 60 cm sur 30, et c'est un super micro qui est alimenté via des panneaux solaires, et on a un modem avec une carte SIM pour envoyer les données. Et donc ce micro, il va enregistrer les sons et surtout les ultrasons autour du capteur, et on a un premier niveau de traitement dans le capteur via des scripts fournis par le Muséum national d'histoire naturelle, pour pré-traiter ces sons, faire des signatures sonores et les envoyer ensuite sur nos serveurs. Et ensuite, on a tout un panel de scripts fournis par le muséum pour aller jusqu'à l'identification des espèces que je vous ai présentées jusqu'avant et ensuite calculer des indicateurs qui vont nous permettre d'avoir un état des lieux sur la biodiversité. Et donc là, on voit un extrait de l'application qu'on fournit.
Alors rapidement sur les indicateurs, on en fournit 4 hein, et ils sont tous basés sur l'identification des espèces de chauves-souris autour des capteurs. Pourquoi les chauves-souris? Parce que ce sont d'excellentes espèces bio-indicatrices hein, qui vont avoir la particularité d'être divisées en 2 groupes, si on synthétise, des espèces dites généralistes, qui vont être capables de s'adapter, même s'il y a des pollutions dans le milieu, que ce soit des pollutions sonores ou une mauvaise qualité des eaux, alors qu'on a des espèces dites spécialistes, qui vont elles, être très gênées s'il y a de la pollution lumineuse ou s'il y a très peu de nourriture dans l'écosystème ou dans la forêt. Et donc c'est le fait d'identifier ou pas ces espèces qui va nous permettre de calculer ces indicateurs, qui sont fournis par le muséum et qui sont calculés et calibrés sur une base de données en France d'à peu près 16 000 points de mesure. Donc rapidement, on a un indicateur général sur la santé des écosystèmes et 3 autres indicateurs qui pointent plus un impact de la pollution lumineuse ou sur la qualité des forêts ou des eaux de surface. Alors je vais passer cette slide. Donc l'éco, comment on s'en sert? On a différents cas d'usage que je ne vais pas vous présenter. Juste quelques mots. Ça a été utilisé dans des écoles, par exemple, pour la sensibilisation des plus jeunes à la biodiversité, à l'environnement autour d'eux, pour des inventaires, mais aussi pour suivre l'impact des travaux, donc pendant, avant, après les travaux, et sur la stratégie lumière. Donc on a un petit film, si on a le temps de le passer, pour montrer. Une question. Merci. Je trouve ça fascinant de pouvoir combiner l'environnement, la tech et la data en fait, ensemble dans un projet. Et c'est formidable de pouvoir inventorier des espèces. Enfin, le projet en lui-même est passionnant. Est-ce qu'on peut avoir une grande échelle avec des initiatives comme ça? C'est-à-dire, est-ce que ça reste des initiatives qu'on peut faire dans des écosystèmes un peu limités et petits, ou est-ce qu'on peut vraiment envisager que l'essentiel des espèces puisse être répertorié grâce à ces technologies? Donc pour l'instant, on a identifié une centaine d'espèces, surtout dans les ultrasons, mais on a une collaboration avec le muséum pour justement élargir ce panel d'espèces. On travaille actuellement sur les oiseaux notamment, pour à la fois agrandir l'inventaire que l'on fait, mais aussi avoir plus d'indicateurs à proposer, pour avoir plus de plans d'action à mettre en place et savoir mieux orienter sur les clients, sur comment préserver ou réduire les impacts sur la biodiversité. Et peut-être en complément, vous pouvez installer un capteur sur vos sites. Donc on pense souvent qu'on met ça dans les forêts, on peut mettre ça dans les forêts, mais le gros de nos clients, c'est dans les villes. Donc on en a par exemple au Jardin des Plantes là, à Paris, et c'est très utile, ça donne de l'information sur les espèces, sur la pollution lumineuse ambiante. Et le deuxième niveau de réponse, c'est que le capteur mobile, on est capable de couvrir des grandes zones, donc ça répond un peu à l'autre question. Donc on a un projet, la pilote à Rouen avec Transdev, pour ne pas les citer, et donc avec une quarantaine de capteurs, on couvre la moitié du territoire de la métropole de Rouen. C'est quand même des grandes quantités, voilà. Donc les deux sont possibles. Oui, c'est très important ce sujet de la biodiversité. Moi j'ai une question, c'est un nouveau business en fait, c'est ça pour Veolia? Et puis une autre question, c'est avec du potentiel, point d'interrogation. Et puis une autre question, c'est lié notamment aux abeilles. On sait qu'il y a un vrai problème autour de la pollinisation, etc. Est-ce que vous imaginez avoir la capacité d'identifier effectivement les risques sur cette espèce? C'est pas le business le plus rentable. En revanche, c'est celui qui emmène le mieux les équipes. C'est-à-dire que, ce sera rentable un jour, c'est quand même très nouveau. Ça décolle, on a beaucoup d'intérêt. Voilà, donc l'objectif, c'est pas de faire quelque chose qui soit pas pérenne. Donc il y a une rentabilité qu'on va aller chercher. Aujourd'hui, ça reste confidentiel. On a déployé moins d'une centaine de capteurs aujourd'hui. Voilà. Mais bon, ça fait 2 ans qu'on commercialise, ça prend son temps et ça s'accélère. Voilà. Après, la deuxième question, c'était les abeilles, oui. On a aussi un capteur qui suit les abeilles. Alors pas chez nous, mais dans une autre
une autre branche de Veolia. Donc on travaille dessus. Après, on a beaucoup de sollicitations. Alors Fabien, qui est dans la salle, qui est l'écologue, qui a un peu lancé l'initiative, a toujours des nouvelles idées. Alors on est obligé de le réfréner parce qu'il est sur l'ADN environnemental, il est sur voilà, plein de nouvelles solutions. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous, on se concentre sur les chauves-souris, travailler à faire plus d'espèces, sortir de l'Europe aussi. Donc on a un POC aux États-Unis aujourd'hui, parce que c'est pas les mêmes espèces, donc il faut adapter un peu le micro. Mais l'idée, c'est de nous concentrer dessus. Il y a beaucoup à faire. Et après, il y a d'autres boîtes qui vont faire d'autres trucs merveilleux sur la biodiversité. Merci à tous les deux. Merci à tous les porteurs de projets de cette première catégorie. On connaîtra donc le nom des lauréats de cette première catégorie tout à l'heure quand le jury ira délibérer.